Et par rapport à ce que tu dis sur le fait d'accueillir les mineurs par rapport à ta fille qui a 7 ans, je sais pas trop, je pense que ça se réfléchit et que ça se pense, mais que c'est difficile en tant qu'enfant d'être confronté à d'autres enfants du même âge justement. Oui, c'est une question qu'on s'est posée, mais on l'a abordée avec notre fille, avec Neila. C'est une enfant qui est très très sociable et qui a envie, qui est déjà dans la relation aux autres, elle est vraiment dans l'ouverture et elle a le goût de ça. Ouais, voilà. Je veux dire, tu parles en tant que fille. Moi j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Quand les enfants sont arrivés, on leur a laissé nos chambres, on était trop contentes, etc. Bon, c'est la pire expérience de ma vie, quoi, clairement. Donc, oui, on a beau être là-dedans, on a beau être hyper enjoué par ça, tu peux pas t'attendre à ce que ça va être. Oui, ça c'est sûr. C'est pas des frères et sœurs, c'est pas des copains, c'est pas... Et je pense vraiment qu'il faut préserver. J'ai l'impression que tu inclus beaucoup ta fille dans ton projet, et en fait, il faut se dire que c'est pas son projet, quoi. Quand tu dis, tu as l'impression que je l'inclus parce que je dis plutôt accueillir des enfants, c'est la question qu'on se pose actuellement, pour être en cohérence, c'est pour essayer de veiller à un équilibre, en fait, une harmonie globale, mais effectivement, peut-être qu'elle ne sera pas en phase avec ça et qu'il va y avoir des problèmes qui vont se poser, mais on ajustera à ce moment-là. Enfin, pour moi, c'est la vie et on ne peut pas ni projeter que ça va bien se passer, ni projeter que ça va se passer. Enfin, on n'en sait rien. Ouais. C'est ton expérience. Mais je crois que tu pourrais essayer de nous décrire qu'est-ce que tu as vécu? Beaucoup de jalousie. Qu'est-ce que c'était pour toi que ces enfants qui sont arrivés là? C'est des enfants qui arrivent, ils prennent tes parents, ils prennent toute l'affectivité que tes parents sont censés te donner qu'à toi. Ils prennent les amis de la famille, ils prennent ta famille, ils prennent ta place au sein de la famille, mais aussi dans ta maison. Ils prennent ta maison et tout, quoi. Je peux rebondir, mais tu avais été, excuse-moi, tu avais été, vous en avez parlé avant de mettre en place. C'était une demande presque de nos enfants. Dans le sens où les enfants nous disaient, on est dans une région où il y a une tradition aussi d'accueil. Les gens revendiquent comme quoi ils ont fait de l'accueil pendant la guerre, effectivement, pour accueillir. La région, c'est quoi? Côté du Chambon-sur-Lignon. Donc il y avait beaucoup d'enfants qui venaient de Mex, il y avait le Cabas, chez nous. Mais en fait, tous les parents. À Haute-Loire. Tous les parents de nos amis travaillaient dans ces lieux d'accueil et du coup, on se disait, c'est génial. En plus, nos parents faisaient. Comment ça s'appelait? Le gîte d'enfants. Donc il y avait plein d'enfants qui passaient à la maison, c'était super. Sauf que ces enfants-là, ils avaient leurs parents. Donc ils n'allaient pas investir nos parents sur le plan affectif, en fait. Et c'est vraiment... Ils avaient quel âge par rapport à toi, en fait? Ils avaient 2 ans de moins. 2 ans de moins, tout le temps. Donc ils ont grandi. Non, alors, vas-y, dis. Il y a eu des plus vieux, il y a eu des plus jeunes, il y a eu tout. Ils ont été plus grands, ils ont été plus petits, il y a eu tout. Mais c'était plus difficile quand ils étaient de la même tranche d'âge que toi ou quand il y avait un écart d'âge? Est-ce que c'était moins compliqué pour toi? Il y avait moins d'enjeux de... Je pense que quand c'était des filles, c'était plus compliqué. Plus ils se rapprochaient de nous, plus c'était compliqué. Je pense que quand c'était des filles, c'était très compliqué. Et quand ils étaient proches de notre âge aussi, mais il y a aussi tout ce truc où tu te dis, merde, genre ces enfants-là, moi je suis censée correspondre à l'idéal de mes parents, entre guillemets. Et eux, ils sont tout le contraire, et pourtant ils prennent toute leur attention. Ils sont là à faire des pieds et des mains pour tout faire pour eux. Alors que... Moi, je veux venir un peu à un soutien qui là, quand tu parles, ça me résonne parce que moi aussi j'ai grandi avec mon frère présent, avec des enfants accueillis. Donc, ce partage. Non, c'est Yoann. Mohamed, non, c'est pas. Donc, je comprends, ça me fait écho dans tout ce que tu dis, à la fois de ce désir d'accueillir et d'être dans le partage, dans la solidarité, accepter la différence. Donc, nous, ma mère a accueilli, au départ, c'était un jeune garçon autiste qui avait 10 ans, il avait le même âge que moi, on était la même année, 78.
Et donc voilà, il y a tout ce partage-là, et même en ayant cette envie de faire au mieux, mais c'est quand même pas évident parce que nous aussi on a certains besoins, ces enfants prennent beaucoup de place, des fois pouvaient mettre à mal. Moi je sais que souvent des week-ends, il n'y avait pas beaucoup de week-ends en famille, et le stress c'était quand mon père revenait, que le téléphone sonnait, c'est pas possible, revenez le chercher. Des vacances ensemble, je fais pas de tableau noir, hein. Mais bon voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas vécues en tant qu'enfant, et aujourd'hui je suis maman. Je travaille, je suis investie dans un lieu de vie qu'on a créé ensemble et qui me tient à cœur. Je suis maso, mais par contre j'ai dit d'entrée ce que je voulais pas, est-ce que je ne poserai pas mes enfants. En préservant des temps pour moi, des temps familiaux et en scindant le lieu de vie. Moi, la différence de la permanence, je ne la fais pas H24, on la partage. Et donc j'ai des temps avec mon mari, avec mes filles, où on a plein de projets. Mais je dissocie les deux. Et pour moi, c'est important. Et pourtant, mes filles viennent. On fait des transferts. J'ai des petites heures, des fois, qui sont avec nous. Mais c'est un désir. Elles viennent parce qu'elles ont envie. Voilà. Jean-Paul, tu voulais réagir? Oui, c'est Nadie qui nous parlait. Elle m'a demandé de lever la main. Elle est cachée derrière. Je rejoins absolument ce que Émilie a pu dire, parce que nous, quand nous avons créé le lieu de vie il y a 11 ans, nos filles avaient... en Haute-Vienne, à Limoges, en centre-ville. Voilà. Nos filles avaient 16 ans et 14 et 16 ans à peu près. Et nous, la plus jeune, a donc vécu exactement ce que Lydie raconte aujourd'hui. Elle nous a fait une petite anorexie, un refus catégorique de notre métier de merde, parce qu'on accueillait, parce qu'on lui avait pris sa chambre, parce qu'on lui prenait ses parents, parce qu'elle ne pouvait pas parler à ses parents en dehors du lieu de vie, parce que c'était le vivre avec. Et ça a été une année vraiment traumatisante pour elle, même 2 ans. 2 ans, elle n'a pas pu avoir son bac cette année-là. Elle a redoublé en tant que candidate libre, parce qu'elle ne pouvait pas reprendre. Et puis après, elle nous a fait des années de fac de médecine, fac de lettres, jusqu'au moment où enfin elle s'est décidée à faire ses études d'infirmière. Elle a été infirmière, et au moment où elle a été infirmière, elle nous a dit « Est-ce que je peux travailler avec vous ?» Et donc, de 24 ans à 26 ans et demi, les 2 ans et demi où elle a passé avec nous, ça a été sa reconstruction. Parce qu'on avait de la supervision, parce on a essayé de lui donner les tuyaux nécessaires pour qu'elle puisse se reconstruire. Mais ça a été une période, et encore à aujourd'hui, elle nous dit, vous faites un travail de merde. Mais même avec à Barcelone, elle nous appelle, elle nous dit, tiens, en fait, tu en es où avec celui-là? Mais pourquoi tu te fais avoir encore avec lui? Enfin, je veux dire, elle vit là-dedans. Elle fait alors à l'heure actuelle, elle est infirmière libérale. Eh bien, les seules personnes avec lesquelles elle prend du temps, vraiment du temps, ce sont des gens qui accueillent. Parce qu'elle a ce besoin-là. Mais à côté de ça, elle a vécu exactement ce que tu as vécu. Moi, je rebondis sur ce que tu dis aussi, en tant que grand-mère. Nos petits-enfants, ils disent, surtout papy, qui est un des limites de travail, de toute façon, papy, depuis qu'il est... Limite de lieu d'accueil. Depuis que papy a ouvert le lieu de vie, on ne le voit plus. Quand on vient, c'est toujours pour les autres enfants. À tel point qu'il y a même des mamans qui actuellement lui disent papy. Donc quand les enfants ne sont pas là, je le dis bien. Quand mes petits-enfants sont là, je dis, il n'est pas ton papy. Et nous, on a mis aussi Gaëtan dehors pour pouvoir ouvrir le lieu de vie. Et quand il venait nous voir, il disait vous êtes vraiment payé à rien foutre. À chaque fois qu'il arrivait, il prenait le café. Et puis il s'est dit tiens, je vais venir voir un petit peu comment on travaille au Domamo. Et donc il travaille au Domamo depuis 2 ans. Il dit purée, je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail. Donc au départ, c'est vrai qu'on l'a mis dehors, il est revenu. C'est vrai que notre fille, elle est éducatrice SP, et il y a des fois, elle dit je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Parce que quand on part en vacances, il y a toujours le téléphone, parce qu'il faut toujours appeler, c'est Benoît, on ne sait pas faire, et puis c'est vrai. Et pour moi, ce sont les petits-enfants actuellement qui vivent ça.
Mais ça s'améliore en grandissant. Par rapport en effet aux problématiques des porteurs de projets, parce que c'est le sujet du jour. Mais c'est important que les nouveaux porteurs de projets. Oui, c'est ça. Parce que c'est important pour le couple, c'est déstabilisant pour le couple, pour la famille. C'est à prendre en compte. Voilà, c'est. Moi, ça m'a bien rangé dans mon truc. Ah, ça l'a réveillé. Mais c'est à prendre en compte que c'est un phénomène qui peut être générateur d'un grand bien-être, d'un grand bonheur. Voilà, c'est très plaisant. Mais il faut savoir, et on parlera demain en supervision, il faut vraiment savoir se préserver. On est quelques-uns autour de... Est-ce qu'on peut se préserver en faisant ce métier-là? Une fois, on n'aime pas même. On apprend, non, mais c'est pas un métier qui sans incidence. Un travail qui impacte, qui nous impacte au oui, bien sûr. Donc voilà. Après, moi j'avais 4 ans. Donc j'étais encore plus petit que ma soeur. Je pense que jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années, je ne faisais pas trop attention. C'était le petit frère, il aimait les chatouilles, il était différent, il était autiste. Donc moi j'étais un petit peu le protecteur. Les enfants du village ils me disent ouais, ils sont bizarres là où tu as dit. Je dis attention comment tu as parlé toi, parce que j'aime pas comment tu parles, il est pas différent. Parce que c'est une éducation que j'ai. Après, c'est sûr que de l'adolescence, on se rend compte que moi j'étais élevé dans le sport. Et mes parents, ils n'ont pas pu m'accompagner un petit peu dans ce que j'aimais faire. Mais bon, après, on fait un petit peu le deuil de ce qu'on aurait aimé avoir. Parce que, et après, on va. Oui, la place des enfants dans les lieux d'accueil, c'est un sujet très délicat. On va pas aborder la place de la femme. C'est pas ça une incidence que je pense que quand on est parents et qu'on a ce projet-là et qu'on a des enfants, et voilà, les enfants, il faut. C'est pas si bien, quoi. Moi je suis la mère. Donc je crois que quand on se lance dans cette aventure, même si c'est une aventure quand même qui est mûrement réfléchie, puisque moi j'ai fait des études de psychologie, j'ai travaillé en hôpital de jour, et lorsqu'on a décidé de créer un lieu de vie, c'est après, je ne me suis pas lancée vraiment comme ça, jetée à l'eau. Il se trouve que j'étais maman, et que je voulais allier à la fois mon envie de travailler auprès de jeunes autistes et tout en ayant une famille et construire une famille. Donc c'est vrai que j'ai pas demandé à mes enfants, j'ai fait les choses parce que je le sentais. Aujourd'hui, je sais que ça a été douloureux à certains moments pour eux, mais je suis assez fière de ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, parce que quand même, malgré tout, ils travaillent sur le lieu de vie. Ça a été pas simple, mais est-ce que pour autant ça a été... je crois que ça a été une expérience enrichissante. Je ne le dis pas pour me satisfaire aujourd'hui, pour effacer quelque part un sentiment de culpabilité. Pas du tout. Je crois qu'à un moment donné, tout parent, quel qu'il soit, fait des choix. Et puis les enfants, ils approuvent ou ils désapprouvent. En tout cas, on est toujours dans l'après-coup. Et l'après-coup fait qu'ils sont quand même disposés à accueillir aujourd'hui, autrement, comme on peut le dire Lucie, puisqu'ils ne vont pas poursuivre le même lieu de vie qu'on a créé. Ils évoluent en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils souhaitent qu'ils deviennent, ce lieu de vie. Mais voilà, il y a eu peut-être quelques petites conséquences douloureuses, mais qui les a fait grandir au contraire, pour moi. Oui, ça c'est quoi tu vas dire. C'est la psychologue qui pose. Oui, mais forcément ça fait grandir. Et pour les petits-enfants, parce que je suis aussi grand-mère, je dois dire que là aujourd'hui j'ai trois petits-enfants qui ont 16, 11 et 3 ans et demi. La plus grande, elle quitte le lieu de vie avec beaucoup de plaisir. Elle a d'autres centres d'intérêt. C'est vrai que les enfants qu'on accueille ont des difficultés qui sont importantes et l'écart se creuse de plus en plus. Par contre, le tout petit qui vient au château, il est ravi de tout ce qui bouge, de tout ce qui suscite la relation à l'autre. Et
pour l'instant, le petit se régale. Bon, après, c'est plus le même contexte aussi. Donc maintenant, on a une structure qui au départ était vraiment un cocon familial. Et là maintenant, on est entre, est-ce qu'on peut dire un peu plus armé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est plus entouré, on a des personnes qui sont qualifiées, qui travaillent avec nous, ce qui laisse vraiment, tu as vraiment maintenant la place de grands-parents. Même, et tu peux partir du lit, et plus là, vraiment une permanente obligatoire. T'es la grand-mère, il y a la grand-mère et le grand-père qui peuvent prendre leurs petits-enfants et laisser le lit fonctionner. Donc là maintenant, on a vraiment un socle qui nous permet, pas comme moi et ma soeur, on a une famille, on vient vraiment travailler sur la structure, mais après on va retourner chez nous et on va être qu'avec notre famille. Merci Élise d'avoir ouvert le débat sur ces listes. Non, c'est ma soeur qui s'appelle Élise. Pardon, je parle. Lydie, pardon. C'est assez intéressant d'entendre tout ça, de voir que dans les lieux d'accueil, il y a un paquet d'héritiers qui reprennent les lieux en améliorant ce que les lieux avaient foutu en place. Ça rappelle des trucs qu'on avait eu au premier plan dans les années 90 sur justement les enfants d'accueillant. Avec tout ce qu'il a pu se passer en bien, en mal, et ainsi de suite. Et tout compte fait, il y a un paquet de personnes qui continuent à faire de l'accueil. Après la période de crise, il y a déjà plus d'écho. Mais si on regarde, au niveau agricole, c'est pareil. Les gens ils disent, les parents au coup des vaches, faut être con, ils y sont tous les jours et compagnie. Et puis on a toujours eu qui reprend l'histoire. Et ça fait partie de ce que j'appelle les héritiers. Il y avait des péjoratifs là-dedans, mais on a été formaté avec certains trucs et puis on reprend le flambeau et on l'améliore. Et j'espère pour vous, si vous êtes en train de subir les conneries des arrières. Non, on améliore. L'améliore, il faut évoluer les lieux et peut-être que les choses s'appelleront plus vieux, s'appelleront autre chose. Justement, je pensais parce que cette question-là, évidemment, on l'a réfléchi, on l'a réfléchi encore, mais je pensais, par exemple, nous à la maison, on pratique un conseil de famille, des temps où on se pose et on aborde les problèmes du quotidien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et je me dis que si on fait participer les enfants qu'on accueille dans cette réflexion-là, du coup, chacun va se repositionner et va essayer en tout cas, va pouvoir exprimer aussi sa souffrance, et ça, c'est important d'accueillir et de voir comment on peut améliorer les choses. Moi, je pense que si on communique et qu'on pose les choses, j'ai l'intuition que ça peut bien se passer, quoi. Après, effectivement, si on ne fait pas comme si que ça n'existe pas et qu'on aborde les problèmes que ça pose, il devrait y avoir des issues, quoi. Il faut être utopiste. Moi, je suis utopiste. Voilà, il faut être utopiste et il faut y croire. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y en a qui n'y croient pas. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il y a moi je suis enfant, du coup, après, le jeudi c'est fait à ma majorité, j'avais cette crainte de perdre ma famille, de venir et tout, voilà, l'émotion aussi. Quand tout va bien, c'est pas un souci de partager avec tout le monde. Si toi ça va pas, c'est compliqué de le partager avec des personnes qui passent ta famille, du coup. Une de plus. Et dans juste ce regard finalement, l'enfant, en fait, le regard qu'il peut avoir lui, parce que c'était, si c'est pas parler, la famille, les parents, en tous les cas, ne peuvent pas comprendre. Et le jour où j'ai dit ça, je me dis, mais presque pas du tout, et d'être rassurée de, ah oui, ben en fait, c'est mes projections, mes craintes à moi, mais eux, ils les avaient pas, et après, ça s'équilibre parce que finalement, j'arrive à entendre ce que tu as pu penser. J'avais pas réussi moi à le penser en tant que parent et pourtant, je le sais, beaucoup de choses avaient été pensées pour nous protéger, etc. Et non, parce que moi je suis un enfant, j'ai réagi et pour le coup on est une fratrie de 3 et les 3 on a réagi complètement différent à l'accueil d'enfants quand on était plus jeunes, par contre en tiers ligne de confiance. Et dans cette idée-là, on va pouvoir penser en tant que parent
à plein de choses et de toute façon c'est même pas sûr qu'on y arrive parce que il va avoir un enfant qui va vouloir toujours être au lieu de vie, le second qui va pas vouloir en entendre parler et donc c'est faire au mieux, arriver à discuter etc. Et je suis d'accord avec l'exclusivité parce que moi j'avais vraiment cette crainte de pour des côtés perso, des fois pas pouvoir en partager avec les enfants du lieu de vie, maintenant j'y suis, c'est différent etc. Mais des fois dans l'intime, ce truc de se dire mais comment ça va se passer là parce que je suis pas au boulot, j'ai envie de voir mes parents et là ça bloque par contre. Parce que soit c'est le repas, parce que c'est l'organisation et dans tous ces moments-là de comment on peut le décaler, comment quand même on arrive à préserver ce côté-là de famille finalement. Et pour autant, il y a les 3/4 du temps où on est avec tout le monde et ça pose pas de problème d'être avec les autres enfants, de vivre ensemble. Maintenant moi j'y travaille et je suis ravie de vivre ensemble avec eux et de partager tous ces temps-là. Mais c'est minime finalement, mais c'est ces temps-là, je pense, qui nous mettent à mal en tant qu'enfants. C'est mini-temps et pourtant c'est minime, mais là, il y a eu un peu. Alors, la voix est trop longue parce que ça ne va pas y aller là. Alors, c'est vrai que j'ai entendu mademoiselle, j'entends ma fille, j'entends monsieur. Moi, je vais être clair, je crois qu'on a beau penser, pourtant je suis issu de la psychiatrie, de la pédopsie, donc je travaille avec des enfants en difficulté psychique et pathologique, mais il y avait aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a sa propre histoire. Sa propre histoire de reconstruction, de résilience, d'où on vient. Moi, je suis issu des quartiers de l'Essonne, la Grande Borne, tout ça. À 15-16 ans, j'étais dans la rue, je suis parti à l'armée, j'ai fait beaucoup de conneries. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai repris mes études. Et je me suis dit, ma vie, elle n'a pas basculé dans la délinquance ou dans la toxicomanie parce que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des femmes, pas beaucoup, hein, mais ces gens-là sont plus importants aujourd'hui, sont plus importants que mes propres parents. Elle travaillait avec nous quand elle avait son diplôme, elle n'a pas compris parce qu'on travaillait essentiellement avec des ados, des ados de Lyon, de la SLEA de Lyon, qui sont quand même des ados très chauds. Et puis à un moment donné, je me suis dit, là, il va falloir peut-être faire la paix avec tout ça et travailler avec d'autres enfants, peut-être moins compliqués, moins dans la violence, moins dans la toxicomanie, moins. Et elle ne comprenait pas pourquoi papa pouvait lui proposer une place d'éducatrice jeune enfant dans un milieu de vie avec des ados. Et je lui dis simplement parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Et que toi, tu as en capacité de faire de ta formation, mais aussi de ton expérience avec ces gamins qui ont vécu. Et donc, je suis très fier d'elle, parce que même si elle perd beaucoup pendant les supervisions et les réunions, elle a une sensibilité que moi, je n'ai pas forcément au départ, parce que j'étais abîmé, tout simplement. Et que ma gamine, aujourd'hui, elle est bien présente dans notre vie. Et ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, on a fait ce choix, c'est qu'on a 3 enfants. Alors je sais pas, on a sûrement loupé des trucs, mais ma femme avait un petit garçon qui s'appelle Thomas, que j'ai élevé depuis ses 5 ans, il a perdu son papa, et qui lui est parti complètement en couille quand j'ai fait le choix avec ma femme de quitter le Var pour la Lozère. Il a décidé de rester en bas parce que son père était enterré à côté de Toulon. Et donc on a fait tout un montage avec une famille d'accueil, avec un apprentissage, sauf qu'à 15 ans et demi, on n'est pas armé dans le sud à vivre des choses seules. Et il a fait les pires conneries possibles. Et ce sont des gens avec qui je travaillais sur le secteur à l'époque en tant qu'infirmier qui l'ont pris en main, qui l'ont sauvé, quoi. Et donc ça n'a fait que aussi mettre du ciment à ce projet pour construire quelque chose pour aider aussi les autres. Mais c'est vrai que dans toute belle chose, il y a des imperfections. Il y a des revers de la médaille. Et à un moment donné, il y en a qui laissent c'est vrai. Donc les enfants en souffrent, mais les parents aussi en souffrent, le couple en souffre, les amis en souffrent. Le tissu social on l'a, mais après le tissu amical, ça fait beaucoup de ménage aussi. Mais c'est pas grave, c'est un engagement, c'est aussi une façon de se dire. Ça, moi je suis fier là-dessus. Voilà. Et je suis fier de nous entendre. Oui. J'aimerais bien, là, tout ce qui se dit là, c'est intéressant d'avoir des témoignages du coup d'enfants, de permanents, etc. Bon, j'avais pas entendu ça au Carplat depuis que j'y participe. Et ça me fait penser aux phrases que j'entendais ce matin
Alors moi j'aime travailler avec les handicapés. Alors moi j'aime cette image de jeune qu'on accueille, qui bave dans son assiette, qui se chie dessus, tout ça. C'est ça que j'adore, c'est vraiment passionnant. Et finalement, c'est un travail, c'est ce que je disais, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire d'un travail personnel en fait. Et c'est le sujet de demain, de la régulation, de la supervision. On n'a pas parlé après de voir chacun aussi personnellement, mais effectivement, on n'est pas tous là par hasard à choisir ce métier-là. Et c'est vrai que pour des enfants qui ont à subir le travail personnel de ses parents, c'est forcément pas évident, c'est un choix personnel, et qui disons que si en plus ils participent à ce travail-là de ses parents, c'est vrai que c'est une dimension assez folle. En tout cas, dans la manière dont on voit la société aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Et voilà, c'était juste pour souligner l'importance du sujet de demain, des instances de régulation, de supervision, ou de prendre conscience de, oui, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais subir aux jeunes ou aux accueillis, pourquoi est-ce que je me dis, ah tiens, je vais les aider, bah non, pourquoi est-ce que je choisis de les accompagner, enfin tout ça c'est des questions qui semblent normales parce que j'aime ça, mais non, c'est complètement absurde. Il y a quelque chose qu'on travaille personnellement à cet endroit-là, et forcément il faut pouvoir l'évoquer, en parler et le partager. Et c'est vrai que les enfants forcément ils pâtissent de cette chose-là, j'imagine, effectivement. Et enfin voilà, l'importance c'est juste les phrases de ce matin de j'aime travailler avec tel ou tel public ou personne accueillie. Bah moi ça sonne un peu faux, parce que oui, on s'y épanouit parce qu'on travaille des choses personnellement face à ces difficultés des gens qu'on accompagne, mais c'est vraiment pas un plaisir de torcher du cul à longueur de journée ou je sais pas, ou de se faire. Ça dépend avec quel esprit tu le fais. Ça dépend avec quel esprit, et puis d'être à la place du marginal dans la société. Il peut y avoir une satisfaction de dépasser, de se poser ces questions-là, mais on n'est pas tous masochistes naturellement, quoi. Il y a quelque chose qui se travaille et qui est à évoquer. Voilà. Et à contrario, on n'est pas uniquement travailleur social non plus pour réparer quelque chose, ni pour entrer en thérapie. Non plus. Moi j'aimais bien quand Mimi nous présentait le choix du public qu'il avait décidé d'accueillir parce que les starbés, ça l'amusait. Voilà, c'était une motivation profonde. Et en plus, tu n'avais pas l'impression de travailler, parce que le travail, c'est Dieu. Oui, c'est ça.